Shane, I'll do the wetsuit, and it's the Sean Connery. I have the booster, actually, right? I went up to drop off some inspiration, right? Tarted, turned up at the door later on. She who must not be named was there, right? That's when I turned up, and I turned up just in a kind of stockings. Young men for extortion, abduction, tying up, during funerals or mitzvahs. Call 1-800-SUPER-MONEY. See you, bye. Quand je vous dis de faire attention à vos fréquentations, bon, ok, je l'ai jamais dit, mais là maintenant je vous le dis, faites extrêmement attention. Et cette histoire est la preuve de cet avertissement. 2021. La police et des experts légistes examinent une zone reculée d'argile dans le cadre de la recherche du corps d'une femme qui s'est faite assassiner il y a plus de 10 ans. Et ce qu'elle a vécu est au summum de l'atrocité. Hey guys, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Bon, ok, on s'en fiche de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, de même que la fête des mères, etc., ça doit être tous les jours normalement. Et l'amour, ça se célèbre. Oui, je dis ça sur une chaîne de True Crime. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nathalie Kat, étudiante en criminologie, et ici, on étudie très régulièrement une affaire inconnue du YouTube francophone, une ADJ, affaire du jour. Et si les affaires criminelles et les analyses psychologiques t'intéressent particulièrement, n'hésite pas à nous rejoindre. Non, Poupie t'ordonne de t'abonner, sinon elle viendra t'enfermer dans sa cave. Et elle est féroce. Mais trêve de plaisanterie, voici mes comptes TikTok et Instagram. Si d'aventure je te manque entre deux vidéos, et pour des formats plus courts, mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. En apparence, Linda Spence était simple conseillère financière à Glasgow, en Écosse, au début des années 2000. Mais en se penchant sur le personnage, on se rend compte que ce n'était que le haut de l'iceberg. En effet, la femme de 27 ans, selon sa nécrologie, est née le 8 septembre 1983, et ses parents la décrivent comme une fille aimante et attentionnée. Même si la place de conseillère financière sonnait comme une position responsable, elle était en réalité en faillite depuis décembre 2008, avec des dettes s'élevant à 39 716 livres et 75 centimes. Oui, c'est précis. Un véritable comble pour une conseillère financière, soit dit en passant. Ces dettes sont heureusement pour elle annulées 1 an plus tard, et là, elle crée sa propre société de prêts hypothécaires et de location, la Fraser Properties, à Glasgow. Mais en 2011, Linda fait l'objet d'une enquête policière de Strathclyde pour fraude. Au cours du procès pour son meurtre, le tribunal apprend que Linda avait reçu des dépôts totalisant 175 000 livres auprès des membres de la communauté chinoise de Glasgow pour des propriétés en développement dans le quartier de Maryhill de la ville. Cependant, au lieu d'utiliser cet argent pour sécuriser son appartement, elle aurait dépensé cet argent pour elle-même, flambé, en un mot. Elle devait également 180 000 livres à un promoteur immobilier, John Glenn. Il lui aurait alors envoyé des SMS injurieux et menaçants par exemple de lui couper les cheveux. Pas les cheveux. Menaçant par exemple de lui couper les doigts et de lui trancher la tête. Sympa Glenn. Elle qui n'était déjà pas dans une situation enviable, était en fait plongée jusqu'au cou dans les dettes. La fraude est bien entendu dans les relations douteuses. Linda sortait avec un homme albanais et il s'avère que c'était un criminel, impliqué notamment dans du trafic humain. Sympathique le copain. Et ce n'était pas le seul criminel qu'elle fréquentait, car dans son cercle, elle pouvait compter notamment Colin Coates. Alors c'est marrant parce que Coates, ça signifie manteau au pluriel en anglais, et Philip Wade, le verbe patauger en anglais. Et les deux compères ne pataugeaient certainement pas dans la semoule ou la choucroute, mais plutôt dans la farine, car ils étaient dealers. Oui, j'utilise souvent le mot farine pour désigner une des substances illicites les plus connues. Coates naît le 3 septembre 1970 et grandit à Glasgow, ville portuaire d'Écosse, un pays que je recommande fortement. D'ailleurs, Glasgow est un centre culturel national et est donc une clé de voûte pour la musique et le street art par exemple.
La vie nocturne y est animée. Pour revenir à Coates, il ne s'agissait pas du gars le plus fréquentable, même s'il était considéré par son entourage plutôt comme un geek. Il travaillait pour plusieurs compagnies comme assistant de traders et était déterminé à se faire de l'argent en investissant. Et cela va payer, car il va devenir incroyablement riche, gagnant jusqu'à 200 000 livres par an, de quoi ravir sa petite famille de 3 enfants qu'il avait eu avec sa femme Angela. À l'époque des faits, c'était un criminel violent. Âgé de 42 ans, en 1999, il avait été arrêté pour agression sur sa femme, Angela, dont il se sépare en 2007. Dès lors, il s'attaque alors à son ex-belle-sœur, et il avait déjà été reconnu coupable d'une attaque aérienne au cours de laquelle il avait agressé un membre de l'équipage de cabine. Coates avait investi 85 000 livres auprès de Linda, ce qui selon lui représentait tout son argent. C'était aussi quelqu'un de très arrogant qui se vantait, à qui voulait bien l'entendre, qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Mais c'était sans compter son amour pour les substances telles que l'alcool ou la D, qui vont l'entraîner au plus bas. Un cycle infernal qui le mènera à sa perte et qui ne le rendra que plus violent. Mais à chaque fois qu'il est sur le point d'être puni par la justice, il s'enfuit dans sa luxueuse villa à Costa Blanca. Donc c'est 240 km de côte dans la province d'Alicante en Espagne. 240 km de coins paradisiaques, sauf en 2010, année durant laquelle il agresse un passager d'avion. Il faut dire que ce jour-là, comme à son habitude, il s'était vanté d'être Colin Coates. Je suis un gangster et je vais faire exploser l'avion et jeter de l'acide sur le visage des enfants à bord. Pas la meilleure chose à dire lorsque tu es dans un Airbus. Et c'est dans cette mauvaise pente qu'il va poursuivre ce cercle vicieux de criminalité et commencer à avoir de très mauvaises fréquentations. Des dealers dont Philip Wade, 42 ans, homme qui sera très important pour la suite, vous le verrez. Car à deux, ils vont fréquenter Linda. Et Linda avait initialement promis un retour de 100 000 $ sur l'investissement de Coates, qui avait investi, on le rappelle, 85 000 livres, ce qui représentait l'entièreté de sa bourse. Mais elle n'avait pas pu ou elle n'avait pas voulu restituer cet argent à Coates. Elle avait en fait promis à Colin des millions partant de ce simple investissement, provenant d'une transaction foncière et immobilière près de l'aéroport de Stansted, dans l'Essex, sûrement pour le faire patienter en le faisant espérer. Astucieuse arnaque. Mais elle va déclencher une guerre. Car voyant que son investissement n'a pas prospéré vers mars 2011, Coates, furieux, commence à envoyer des messages menaçants à Linda. Il allait bien se rendre compte un jour qu'elle s'était jouée de lui. Désespérée alors et inquiète des menaces de Coates, Linda essaie de convaincre un imprimeur à Glasgow de le persuader de produire de fausses obligations d'État danoises d'une valeur supposée de 6,6 millions de livres sterling. Une somme impressionnante. Et ce n'était pas la première fois que Linda s'appuyait sur de faux documents. Après sa disparition, par exemple, 21 téléphones portables sont retrouvés à son domicile. Il y avait également énormément de pseudonymes et de fausses identités qu'elle aurait utilisées avec ses clients. Elle se jouait de Colin qui avait été blessé dans son ego en ayant été aussi facilement arnaqué par une jeune femme. Il lui fallait également entretenir cette réputation de malfrat qu'il avait auprès de ses mauvaises fréquentations. Pour qui passait-il? Un homme berné par une si jeune femme? Tout ce qu'il détestait. Mais dans son malheur, il n'était pas seul, car Philip Wade avait lui aussi été entourloupé par Linda. Colin Coates réalise donc qu'il n'obtiendrait pas son investissement de la part de Linda. Il commence alors son complot de vengeance. Son complice, Philip Wade, alors âgé de 42 ans, était un trafiquant de cocaïne qui avait déjà été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse. Un joyeux Jojo encore une fois. Alors, il avait fait confiance à Linda alors qu'il était derrière les barreaux. Il lui avait confié 700 livres qu'elle devait employer normalement à acheter des cadeaux à ses enfants. Ce qu'elle n'avait pas fait, comme vous imaginez. Elle avait employé cet argent à ses loisirs. Le plan des deux compères était donc simple. Enlever Linda, la kidnapper, et lui soutirer l'argent qu'elle leur devait. Sauf que tout ne va pas se dérouler comme prévu. Car le 14 avril 2011, Linda est d'abord attirée de son domicile à Glasgow, au domicile de Coates, dans le quartier de Rush Hill de la ville. Là, elle est enlevée par Coates et Wade qui la conduisent dans une rue résidentielle calme du village de West Kilbride dans l'Ayrshire. Là-bas, deux autres hommes,
David Parker et Paul Smith les y ont rencontrés. Linda est alors soumise à une impitoyable torture dans le grenier miteux de l'appartement 4 au 114 Meadowfoot Road où elle a été attachée à un fauteuil d'ordinateur en cuir. On étouffe ses cris avec du scotch sur sa bouche et on lui bande les yeux. Pendant 14 jours, elle va subir les pires tortures. Lors du procès, le jury apprend comment elle avait été attachée à une chaise en cuir, brûlée avec un fer à repasser, frappée à coups de poing plusieurs fois au visage, frappée avec un club de golf, ses orteils écrasés, brûlée à la cigarette et au fer à repasser apporté par Colin, son pouce coupé et son auriculaire sectionné, sa rotule fracassée par un club de golf, tous ses doigts cassés avec des objets contondants avant d'être assassiné et son corps totalement éliminé. Colin avait apporté en vue de la torture de Linda un sac rempli d'outils qu'il appelait kit de torture. Ça contenait des coups de bois, des bandages, du ruban adhésif chirurgical et un seau. Et Wade l'a torturé avec des lames de scie à métaux. Le surintendant détective Alan Buchanan, qui a dirigé l'enquête, a maintenant déclaré que le seul point négatif de l'affaire était l'incapacité à retrouver son corps. Il a également fustigé les deux hommes insensibles pour leur rôle dans sa mort barbare. Parker, 38 ans, propriétaire de la propriété où Linda a été torturée, a déclaré à la police « Je sais qu'elle a été blessée, mais je ne savais pas de quelle manière. Je ne voulais pas le savoir. Elle était dans un état horrible. Lorsqu'ils ont passé les lames de scie à métaux à travers ma porte, j'ai réalisé que c'était du sérieux. » Franchement, merci Parker de cette précision. L'iPhone de Linda est également utilisé afin de dire à ses proches de ne pas s'inquiéter et qu'elle était tout simplement partie ailleurs. Voilà, sur une période de 14 jours. Mais bien sûr, pendant qu'il l'a torturée tranquillement et pour ne pas qu'ils aillent à sa recherche pendant les 14 jours d'horreur. Alors vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas garder Linda captive pendant 14 jours, ils ont donc fait appel à Parker et à Smith afin de la garder. Les deux criminels évoqués en amont. Linda n'était même pas autorisée à aller aux toilettes ou à se laver, elle était tout simplement dans sa saleté, ses propres excréments pendant 14 jours durant. Smith a déclaré que lui et Parker s'étaient également vus offrir de l'argent pour garder Linda. Il a aussi déclaré au détective que lui et Parker lui avaient donné des tasses de thé et de soupe, mais ne lui avaient pas permis de se lever de sa chaise même pour aller aux toilettes. Coates et Wade ont battu Linda tout en l'interrogeant sur ses comptes bancaires et ses finances. Coates a finalement extrait suffisamment d'informations pour se rendre compte que Linda avait remis une partie de son argent à Mr. Glenn, le promoteur immobilier qu'elle avait précédemment arnaqué. Le 20 avril, Coates rend visite à ce fameux Mr. Glenn et lui montre un sac en plastique contenant le pouce de Linda. Et ça a l'effet escompté. Mr. Glenn est terrifié face à cette horreur et remet rapidement l'argent à Coates. Et le 27 avril, Coates et Philip disent à Parker et Smith qu'ils pouvaient quitter tranquillement l'appartement pendant qu'ils s'occupaient de Linda. Et on pense que justement Linda a été tuée ce 28 avril 2011, alors qu'elle était dans un état lamentable, martyrisée, accrochée à une chaise, dans ses propres excréments, dans un état lamentable, et c'était sa position pendant 2 semaines avant son exécution. Malheureusement, à ce jour, le corps de Linda n'a jamais été retrouvé. Coates se serait vanté auprès d'un compagnon de cellule en prison d'avoir étouffé Linda, puis lui avoir coupé la tête et l'avoir découpée en morceaux et brûlé ses restes dans un four. L'appartement où a eu lieu le supplice a été ensuite nettoyé de fond en comble pour détruire la moindre trace d'ADN, alors que le corps de Linda a été transporté dans un autre endroit inconnu. Et le 29 avril 2011, Coates et Wade se sont rendus à Tynebresh, à Argyll, dans la Vauxhall Astra louée par Linda. Là, ils ont demandé à Lee Wynyard, un ami de Wade, s'il pouvait utiliser son bateau, mais il a refusé. Et ni la voiture, ni le corps de Linda n'ont été retrouvés. En mars 2022, la police a fouillé une zone reculée d'Argyll à la recherche de la dépouille de Linda. Et le Scottish Sun a rapporté que c'était Colin Coates qui avait dirigé la police vers cet endroit, après avoir décrit 2 rochers inhabituels. Mais après des recherches approfondies, la police a annulé les recherches en octobre 2022, soit il y a presque 2 ans. Les parents de Linda, Jim et Patricia, ont inlassablement demandé que le corps de Linda Spence leur soit restitué. Et en 2014, Patricia a reçu un diagnostic de cancer. Elle a demandé dans le Daily Record à Coates et Wade de révéler l'emplacement du corps avant de mourir. Elle a dit au tueur: Si vous avez un peu de cœur, une quelconque conscience, dites-moi simplement où elle est et rendez-la moi. Je vous le demande et je vous supplie. Rendez-moi Linda avant que quoi que ce soit ne m'arrive.
En 2013, Colin Coates et Philip Wade ont finalement été emprisonnés pour l'enlèvement, la torture et le meurtre de Linda Spence 2 ans auparavant. Au cours du procès, David Parker et Paul Smith ont conclu un accord, évidemment, avec l'accusation et sont devenus des témoins clés du procès. Pour ça aussi qu'ils ont été moins punis que les 2 autres. Parker et Smith ont été condamnés à 11 ans chacun pour avoir agressé Linda et l'avoir retenue captive. Des preuves médico-légales ont été retrouvées dans l'appartement de Coates. Par exemple, le sang de Linda a été retrouvé dans la salle de bain. Et Wade a également témoigné pour la défense. Il a affirmé que Linda était restée avec eux de son propre choix. Mais bien sûr, alors pourquoi l'attacher à une chaise? Pourquoi lui mettre du ruban adhésif? Enfin, c'est totalement fou. Elle n'est pas restée de son plein gré, assurément, vu qu'elle a été kidnappée en amont. Mais c'est pourtant ce qu'il dit, qu'elle est restée de son propre choix, alors qu'elle se cachait des autres personnes qu'elle l'avait arnaquée en fait. Donc, selon lui, elle était protégée par eux des autres personnes qu'elle avait arnaquées. C'est totalement fou. Les preuves clés fournies par Parker et Smith signifiaient que Coates et Wade avaient été reconnus coupables de meurtre. Et en effet, les hommes ont été rapidement reconnus coupables d'enlèvement, de torture et de meurtre. Alors Coates, roulement de tambour, a été informé qu'il devait purger au moins 33 ans de prison. Et Wade a été condamné à une peine minimale de 30 ans de prison. Le juge a déclaré aux 2 hommes qu'ils avaient été reconnus coupables d'un crime véritablement monstrueux et barbare. Il a décrit Wade comme un homme violent et dangereux, sans respect pour la vie humaine, ni pour la société civilisée. En 2019 et en 2021, Coates s'est vu prolonger sa peine en peine de prison à perpétuité, pour possession d'une arme et d'un téléphone portable en prison. On constate qu'en Angleterre, c'est quand même un peu plus sévère les prisons. Il a également été rapporté que Wade avait recruté des prisonniers pour se venger des témoins du procès. Ce gars est totalement dangereux. Heureusement qu'il est derrière les barreaux pour un bon bout de temps, c'est-à-dire toute sa vie. Et ce qui a rendu cette affaire insolite, c'est également les images qui ont été retrouvées dans le portable de Colin, où on le voit maquillé, presque efféminé, et dans des vêtements assez étranges. Des images qui sont cauchemardesques quand on sait ce qui se passait en même temps. Cette histoire abominable rappelle bien évidemment qu'il faut faire particulièrement attention à ses fréquentations et qu'il ne faut jamais jouer avec le feu. Bien entendu, Linda était une arnaqueuse, mais elle ne méritait pas un sort aussi cruel et tragique. Dans Agir et décider en situation d'exception, Laurent Bègue rappelle l'irrationalité des groupes sociaux en situation de foule, de groupe, ce qui rappelle la psychologie des foules dont se réclamaient Goebbels et Mussolini. Oui, vous avez bien entendu. La foule serait donc signe de régression. Cet article s'attache à démontrer que la violence des groupes n'est ni aléatoire ni irrationnelle et découle de l'une des propriétés du groupe social qui est d'extrémiser les dispositions et normes préexistantes des individus. Bien qu'un phénomène collectif ne soit pas réductible à la somme de ses composantes individuelles, la connaissance des facteurs associés à la violence des individus est très utile. Actuellement, la criminologie quantitative identifie 3 types d'explications des comportements agressifs et délinquants. Le premier type regroupe 3 formes de contrôle qui, lorsqu'ils sont déficitaires, rendent plus probable agression et délinquance. Le contrôle externe, c'est-à-dire les opportunités extérieures qui sont offertes aux délinquants par l'environnement. Le contrôle interpersonnel, donc les attachements sociaux éloignant de la violence, comme par exemple des parents sévères, un entourage qui apprend la bienséance, et le contrôle interne, donc c'est-à-dire les normes morales qui ont été intériorisées par l'individu. Ces normes morales opposées à la violence. Le deuxième type d'explication rassemble les facteurs liés à l'apprentissage des normes déviantes, c'est-à-dire le degré d'exposition et impact des modèles déviants. Enfin, le troisième type réunit les facteurs liés à la frustration individuelle et sociale. Ainsi, les comportements d'agression résultent de déficits dans la régulation sociale formelle ou informelle. Cette affirmation se perçoit actuellement dans de nombreux travaux en criminologie, dans l'esprit d'un Hobbes pour lequel toute vie sociale est vouée à la violence et à la brutalité en l'absence des contraintes fixées par le contrat social, ou d'un Durkheim qui analyse le caractère psychologiquement coercitif des représentations collectives sur le comportement humain. Cette explication se présente alors sous forme d'une question paradoxale. Pourquoi ne sommes-nous pas des êtres violents? En gros, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche d'être des criminels? Est-ce la société? Le premier frein à la violence et aux agressions est d'ailleurs la société. La première forme de contrôle est appelée le contrôle direct. Elle correspond à un jeu de surveillance, de contraintes physiques et de sanctions. Cela peut aller du contrôle parental, qui instaure des règles, au contrôle judiciaire,
qui impose ses lois et ses conventions. Toutefois, les êtres humains sont influencés par d'autres formes de contrôle, que l'on peut appeler contrôle interpersonnel. Donc c'est vraiment le regard de l'autre qui fonde cette régulation de violence. Et maintenant, ce qui nous intéresse, le deuxième type explicatif tient pour responsable de la violence l'observation de conduites délinquantes et l'association à des sources d'influence délinquantes. L'une des observations les plus récurrentes de la criminologie est la suivante: le meilleur prédicteur statistique de la délinquance d'un individu est la délinquance de ses amis. En réalité, la délinquance est véritablement apprise au contact des pairs délinquants. Les pairs, P-A-I-R-S, hein, pas des pairs papa. Le groupe délinquant initie et renforce la délinquance de ses membres à plusieurs niveaux. Par exemple, on a même des rites initiatiques, un crime à faire pour entrer dans un groupe. Et ça, c'est très important dans le cas de gens qui veulent faire partie d'un groupe, d'avoir un sentiment d'appartenance. Tout d'abord, il est dispensateur de normes délinquantes et de modes de conduite délinquants. Il fournit en outre des gratifications matérielles ou symboliques aux auteurs d'actes transgressifs. Il offre ainsi un échantillon de modèles, de modes de conduite et de techniques spécifiques qui seront susceptibles d'être imités. La violence apparaît également à la suite de frustration et plus largement d'émotions négatives. Bien que l'expérience de frustration ou d'émotions négatives ne soit ni nécessaire ni suffisante pour déclencher un comportement agressif, elle y est fréquemment associée. Et ici, Philippe et Coates voulaient récupérer leur argent et se sont entraînés dans une spirale de violence et de cruauté où la fin a justifié les moyens. Dans leur esprit dépourvu d'empathie. La frustration, comme on l'a dit, ne mène pas inéluctablement vers la violence. Un autre aspect important des violences collectives, c'est la désindividualisation. Et pourquoi est-ce qu'elle rend violent, plus violent? Tout d'abord parce qu'elle contribue à abaisser le sentiment de responsabilité individuelle. Ensuite, elle altère la conscience de soi, en diminuant notamment la capacité de l'individu à vérifier l'adéquation entre ses normes personnelles et ses comportements en situation. Et ça a tendance à nous mener vers le risky shift, c'est-à-dire un déplacement vers des conduites plus extrêmes. Et là, on était dans l'extrême barbarie. C'est ce qui a mené les deux compères au pire. On a un effet déshumanisant envers la victime et un effet en même temps, un levier d'auto-valorisation du groupe. Et c'est ce qu'on observait par exemple dans les violences nazies. Lors de génocides, comme le génocide arménien également, mais aussi le génocide cambodgien et les disparitions en Argentine. Si tu es arrivé jusque-là, mets Linda en commentaire et j'attends tes impressions et tes explications supplémentaires. Je mettrai tous les liens en barre de description parce que je peux pas donner toutes les explications que j'ai trouvées. Et n'hésite pas à mettre un commentaire car je les lis tous et j'essaie d'y répondre. Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et like la vidéo, ça m'encourage. Partage si tu peux, ça m'encourage car ça favorise l'algorithme. N'oublie pas de liker, vraiment c'est très important. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais vous n'avez pas le likeage facile, donc merci de ne pas oublier. Sinon, Poupie viendra te chatouiller. Et elle est sans merci. Gigi, Lay, Poupie et moi, on te dit à la prochaine pour une nouvelle ADJ, affaire du jour. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux si je te manque entre deux vidéos et ne fais confiance en personne. C'est très important. Prends soin de toi et de tes proches. C'est aussi très important. And remember, you rock.